Clara Whitmore tendit la main et prit la main poussiéreuse de l'homme le plus pauvre du comté. Toute l'église retint son souffle, comme si elle avait mis le feu à l'autel. Sa belle-mère sourit. Sa demi-sœur éclata de rire. Son propre père baissa les yeux et ne dit pas un mot. Il croyait l'avoir enfin brisé. Personne dans cette pièce ne savait que l'homme qu'elle avait choisi portait un secret. Un secret qui mettrait à genoux chaque visage moqueur avant la fin de l'été. Si vous aimez les histoires où les humbles s'élèvent et les cruelles chutent, abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez, pour que je puisse voir jusqu'où l'histoire de Clara voyage. Clara Whitmore s'était permis d'espérer, et ce fut la plus cruelle des erreurs. Elle se tenait près de l'autel de l'église bondée, en ce matin d'été de 1816. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient devenues blanches, car elle croyait vraiment, que M. Henry Calvert allait demander sa main devant tout le comté de Brandon. Il était venu sur les terres des Whitmore 4 fois ce printemps-là. Il avait marché avec elle dans les allées du verger. Il lui avait dit, d'une voix basse et assurée, qu'il n'avait jamais rencontré une femme qui écoutait comme elle. « Les gens nous regardent, Clara », avait murmuré sa belle-mère sur le seuil en lissant ses propres gants. « Essaie de te tenir droite. Un homme veut une femme avec une colonne vertébrale, pas une fille avachie comme une paysanne fatiguée. »« Oui, madame », avait dit Clara. Elle disait toujours « Oui, madame ». Maintenant, les bancs étaient pleins. Toute la congrégation avait cet air silencieux et avide des gens qui sentent que quelque chose va se passer. Henry Calvert se tenait à l'avant dans son bel habit, faisant tourner son chapeau entre ses mains. Il s'éclaircit la gorge et se tourna, non pas vers Clara, mais vers Eleanor. « Mademoiselle Eleanor Whitmore », dit-il, et sa voix porta clairement jusqu'au dernier rang. « Je serais l'homme le plus fier de Virginie si vous consentiez à être ma femme. » Le silence dans l'église était si total que Clara pouvait entendre son propre cœur se briser. Pendant un long et terrible moment, elle ne comprit pas. Elle attendait qu'il se tourne pour se corriger, pour dire son nom comme il l'avait dit dans le verger. Mais Eleanor s'avançait déjà, les joues roses de triomphe. Ses 2 mains étaient pressées sur sa poitrine, comme une jeune fille dans un tableau. « Oh, Monsieur Calvert » souffla Eleanor. « Oui, 1000 fois oui. » Quelque part derrière Clara, une femme gloussa. « Je crois bien qu'elle pensait qu'il parlait d'elle » chuchota la femme, l'aînée. « Vous avez vu son visage ?» Clara tourna lentement la tête et vit sa belle-mère qui la regardait. Margaret Whitmore souriait. « Ne fais pas de scène, Clara » dit doucement Margaret, en se penchant pour que seuls les premiers rangs puissent entendre. « Tu as toujours visé plus haut que ta condition. Henry voulait une femme qui honore un salon, pas une qui s'y cache. Vous saviez, dit Clara. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Vous saviez qu'il venait pour moi. Vous m'avez laissé. Je ne t'ai rien laissé du tout, dit Margaret. Un homme choisit qui il veut, baisse la voix. Les gens regardent. Les gens regardaient. Toute l'église regardait. Et Clara sentait chaque regard sur elle comme la chaleur d'un fer rouge. Elle chercha sur le premier banc le seul visage qui pourrait la sauver. Père, dit-elle. Le juge Thomas Whitmore était assis, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le plancher. Il était l'homme le plus respecté de 3 comtés. Les hommes ôtaient leur chapeau à son passage. Des conflits qui déchiraient des familles lui étaient soumis et repartaient réglés. Et maintenant, sa fille aînée se tenait humiliée à 3 mètres de lui. Et Thomas Whitmore étudiait le grain du bois comme s'il pouvait lui dire quoi faire. « Père, s'il vous plaît, » dit Clara. Il ne leva pas la tête. Ce fut à ce moment que quelque chose en Clara devint très calme et très froid. Pas la demande en mariage, pas le visage suffisant d'Eleanor. C'était le cou courbé de son père, le silence du seul homme au monde qui était censé la défendre. « Eh bien, » dit Margaret d'un ton enjoué, en se levant et en se tournant vers la congrégation. Elle agissait comme si elle était l'hôtesse d'un dîner, et non l'architecte d'une cruauté publique. Nous ne devons pas laisser l'aîné se sentir délaissé en ce jour heureux pour sa sœur, n'est-ce pas? L'estomac de Clara se noua. « Margaret, dit-elle, ne faites pas ça. Il se trouve, continua Margaret en balayant l'arrière de l'église d'une main gantée, que nous avons aussi trouvé un parti pour Clara, un homme plus adapté à ses dons particuliers. Toutes les têtes se tournèrent. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main. Il était grand et large d'épaules, vêtu d'une simple veste de travail usée aux coutures. Il y avait de la poussière de la route sur ses bottes et ses vêtements sentaient le cheval. Tout le monde pouvait le sentir. Il avait les mains rudes et brunes d'un homme qui s'occupait d'animaux pour gagner son pain. Dans cette église étincelante, pleine de soie et de dentelle, il ressemblait à un piquet de clôture qu'on aurait rentré à l'intérieur par erreur. « Voici M. Nathaniel Hale », annonça Margaret. « Il conduit des chariots et s'occupe des chevaux pour le relais de poste sur la route du Kentucky. Il a très généreusement accepté de nous débarrasser de Clara. » Le rire commença doucement. D'abord un simple grognement d'un homme au 3e rang, puis il se propagea, comme le feu se propage dans l'herbe sèche. D'abord quelques-uns, puis une douzaine, puis la moitié de l'église. Les hommes se tapaient sur les genoux et les femmes cachaient leurs sourires derrière leurs éventails, sans très bien y parvenir. « Un palefrenier », dit quelqu'un, assez fort pour être entendu. « Grand Dieu, de la fille d'un juge à un garçon d'écurie. » Au moins, il a l'habitude de nettoyer le fumier, dit un autre, ce qui déclencha une nouvelle vague de rires. Clara se tenait au milieu de tout cela et sentait les rires se refermer sur elle comme de l'eau. Eleanor se détourna de son nouveau fiancé, son joli visage illuminé d'une pure méchanceté ravie. « Ne pleure pas, Clara, dit-elle doucement. Tu devrais être reconnaissante, après tout. » Et là, elle éleva la voix pour que toute la salle l'entende. « Au moins, maintenant, quelqu'un d'assez pauvre voudra bien de toi. » L'église hurla de rire.
Et au milieu de tout ça, l'homme dans l'embrasure de la porte ne riait pas. C'est la chose que Clara remarqua, même à ce moment-là, le visage brûlant et les yeux qui piquaient. Nathaniel Hale se tenait là, son chapeau à la main, le menton droit. Il ne sia pas, il ne détourna pas le regard, et il ne rit pas. Il regardait les gens qui riaient, comme un homme regarde la météo. Comme si c'était quelque chose qui allait passer et ne le toucherait pas. Puis il regarda Clara. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Clara avait bu sa dose de pitié, elle en connaissait le goût, et ce n'était pas ça. Il la regardait comme un homme qui prend la mesure de quelqu'un qu'il respecte, avant même de connaître son nom. « Pardonnez-moi, madame, » dit Nate, et sa voix était basse, posée, et portait comme le font les voix calmes quand tout le reste est devenu bruyant. Il s'adressait à Margaret. « Je ne me souviens pas d'avoir accepté de débarrasser qui que ce soit, de qui que ce soit. Je suis venu parce qu'on m'a demandé de venir et qu'on m'a dit qu'il y aurait du travail. Personne n'a parlé d'humilier une dame dans la maison de Dieu. » Les rires s'interrompirent. « Surveillez votre langage, » dit Margaret, son sourire s'amincissant. « Vous prendrez ce qu'on vous donne et vous en serez reconnaissant. Un homme comme vous ne se voit pas offrir la fille d'un juge 2 fois. »« Non, madame, » dit Nate. « Je ne pense pas qu'un homme comme moi ait cette chance. » Et il remit lentement son chapeau sur sa tête et se tourna comme pour partir. Clara ne décida pas de bouger. Plus tard, elle se dirait qu'elle y avait réfléchi, qu'elle avait pesé le pour et le contre. Mais la vérité était plus simple et plus forte que ça. Toute sa vie, elle était restée immobile pendant que d'autres décidaient de sa valeur. Elle était restée immobile dans cette même église, pas 5 minutes plus tôt, attendant qu'un homme la réclame, attendant que son père la réclame, attendant comme un colis sur une étagère que quelqu'un la veuille assez pour la ramener à la maison. Elle en avait fini de rester immobile. « Attendez, » dit Clara. Sa voix brisa la pièce en deux. Nate s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Clara remonta l'allée. Elle passa devant Eleanor et son prétendant stupéfait, devant les hommes ricanants et les femmes qui s'éventaient, devant le sourire empoisonné de sa belle-mère, et elle ne se voûta pas, et elle ne baissa pas les yeux. Elle traversa toute l'église, le menton haut et les larmes coulant. Et les deux ensemble, les pleurs et la marche, étaient si étranges à voir que toute la congrégation se tut pour la regarder. Elle s'arrêta devant l'étranger poussiéreux. « Monsieur Hale, » dit-elle, « est-il vrai que vous vous occupez de chevaux sur la route du Kentucky? »« Oui, madame, » dit-il, « c'est la pure vérité. »« Et est-il vrai que vous acceptez un salaire honnête pour un travail honnête? » Un muscle bougea dans sa mâchoire. « C'est le seul que j'accepte. » Clara se retourna. Elle se tourna pour leur faire face à tous. Son père avec sa tête baissée. Sa belle-mère avec sa prise crispée sur ses propres gants. Sa demi-sœur avec sa main toujours sur le bras de son nouvel homme. Elle regarda chaque visage moqueur qui avait ri. Et elle les laissa voir ses joues mouillées, car elle n'en avait pas honte. La honte appartenait à d'autres personnes dans cette église. Elle ne lui appartenait pas. « J'ai passé 23 ans dans cette famille, » dit Clara, et sa voix ne trembla pas. « On m'a dit ce que je valais. On m'a dit que j'étais trop sainte pour être désirée, trop fière pour être reconnaissante, et trop sotte pour être aimée. Et je l'ai cru. Dieu me pardonne. J'ai cru chaque mot. »« Clara, » siffla Margaret, « assieds-toi. » « Je ne m'assiérai pas. » Les mots résonnèrent contre les poutres. « Vous avez traité cet homme de pauvre, comme si la pauvreté était la pire chose qu'une âme puisse être, » dit Clara. « Vous vous êtes tenu dans cette église, sous cette croix, et vous avez ri d'un travailleur parce que sa veste est grise et ses mains sont rudes, et pas un seul d'entre vous. » Sa voix se brisa, mais elle se força à continuer. « Pas un seul d'entre vous n'a ri de mon propre père, pour être resté assis en silence pendant qu'on humiliait sa fille. Vous pensez que la bassesse se mesure en pièces de monnaie. Vous avez tort. Les gens les plus vils que j'ai jamais connus sont assis sur ces bancs dans leurs plus beaux habits. Personne ne riait maintenant. La bouche d'Eleanor était tombée. Margaret était devenue blanche jusqu'aux lèvres, et le juge Thomas Whitmore, pour la première fois, avait levé la tête et regardait sa fille aînée comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Clara se retourna vers l'homme dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Hale, » dit-elle, plus doucement maintenant, et seulement pour lui. « Je n'ai rien à vous offrir. Pas de dot, pas de nom qui vaille la peine. Ma famille s'en est assurée ce matin, devant tout le monde. Mais je préférerais sortir de cette église au bras d'un honnête homme pauvre, plutôt que de m'agenouiller un jour de plus devant une famille riche et cruelle. Si vous voulez de moi, en sachant tout cela, je partirai. » Pendant un long moment, Nate Hale ne dit rien. Il la regarda, ce conducteur de chariot poussiéreux. Et quelque chose passa sur son visage buriné que Clara ne put déchiffrer. Quelque chose qui était presque de la surprise, et presque du chagrin. Et presque, en dessous de tout ça, quelque chose qui ressemblait beaucoup à du respect. « Madame, » dit-il, « on s'est moqué de moi dans de plus belles salles que celle-ci. Mais je n'ai jamais vu personne se lever au milieu de ça comme vous venez de le faire. » Il tendit la main rude, brune, usée par la route, d'un homme qui travaillait pour vivre. « Ce serait un honneur, » dit-il, « de vous raccompagner chez vous. » Clara mit sa main dans la sienne. Un souffle parcourut l'église comme un vent. Elle entendit sa belle-mère pousser un son qu'elle ne lui avait jamais entendu faire. Elle entendit une chaise gratter, son père se levant à moitié. Elle entendit Eleanor dire son nom d'un ton sec et incrédule, Clara. Elle ne se retourna pas. Elle sortit de cette église au bras de l'homme le plus pauvre du comté de Brandon. Elle sortit dans la lumière éclatante du matin d'été. Derrière elle, tout le monde respectable dans lequel elle avait été élevée se tenait figé sur les bancs, incapable de trouver la moindre chose à dire. Nate l'aida à monter sur le banc d'un simple chariot de travail, attelé à 2 bons chevaux.
Et Clara remarqua, de loin, comme on remarque les choses quand toute votre vie vient de basculer, que les chevaux étaient de très belles bêtes pour un homme pauvre. Mieux que belles, élégantes et bien nourries, et valant peut-être plus que la paire assortie de son père. Monsieur Hale, dit-elle, alors qu'il grimpait à côté d'elle et prenait les rênes, où allons-nous exactement? À la maison, madame, dit-il, si vous le permettez. Et où est la maison? Quelque chose bougea au coin de sa bouche, pas tout à fait un sourire. Un peu plus loin sur la route du Kentucky, dit-il. Je pense que vous la trouverez bien plus confortable que ce à quoi vous vous attendez. Il claqua la langue pour les chevaux et le chariot s'ébranla. Et Clara Whitmore était assise, le dos droit, à côté d'un homme qu'elle avait rencontré 10 minutes plus tôt. Elle s'éloignait de tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle n'avait pour tout bien que la robe qu'elle portait et l'étrange, féroce et effrayante légèreté d'avoir enfin parlé. Elle ne regarda pas en arrière vers l'église. Si elle l'avait fait, elle aurait peut-être vu son père, seul dans l'embrasure de la porte ouverte. Il regardait le chariot rapetisser sur la route, une main à moitié levée comme pour appeler, mais sans plus aucune voix en lui pour le faire. Et elle ne pouvait certainement pas savoir. Assise là, le menton haut, sa matinée ruinée derrière elle et tout son avenir une route blanche devant elle, que l'homme calme qui tenait les rênes à côté d'elle n'était pas du tout ce qu'il semblait être. Que la veste grise et les bottes poussiéreuses étaient une sorte de déguisement. Que le nom de Nathaniel Hale signifiait bien plus dans certaines pièces que quiconque dans cette église n'aurait pu le croire. Elle savait seulement que pour la première fois, depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, personne à côté d'elle n'avait honte d'elle. Pour l'instant, c'était suffisant. La route du Kentucky était longue. Le chariot n'avait pas parcouru 3 kilomètres que Clara comprit que l'homme à côté d'elle ne serait pas facile à cerner. « Vous ne m'avez pas posé une seule question, dit-elle. « Non, madame. La plupart des hommes le feraient. Sur ma famille, sur pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. » Nate garda les yeux sur la route. « Je suppose que ce n'est pas mes affaires de savoir pourquoi les gens cruels sont cruels. J'en ai assez vu là-bas pour savoir que le problème ne venait pas de vous. » Clara joignit ses mains sur ses genoux et les regarda. Elle tremblait encore un peu et elle leur ordonna de s'arrêter. « Vous devriez savoir dans quoi vous vous êtes engagé, Monsieur Hale. Ma belle-mère dira des choses. Ma demi-sœur en dira de pire. D'ici le souper, il n'y aura pas un salon dans 3 comtés qui n'aura pas sa version de ce matin. Et dans chaque version, je serai l'idiote qui s'est jetée sur un palefrenier. Est-ce que ça vous dérange? Demanda Nate. Ça me dérangeait avant, dit Clara, et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Ce matin, je crois que ça a cessé. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Alors ils n'ont plus rien à vous prendre. Ils roulèrent un moment en silence, et Clara attendit que le regret vienne. Elle s'y préparait depuis les marches de l'église, le moment où l'éclat de l'imprudence s'estomperait et où la froide vérité s'installerait. La vérité qu'elle avait échangé un lit de plumes et un bon nom contre le toit d'un travailleur et le pain d'un travailleur. Elle attendit la peur de la faim, la peur de la honte, la peur de se réveiller mariée à un étranger qui sentait les chevaux. Le regret ne vint pas. Ce qui vint à la place fut le sentiment le plus étrange et le plus léger qu'elle ait jamais connu. Comme si elle avait porté une pierre toute sa vie et venait seulement de la poser. « Monsieur Hale, dit-elle, je devrais vous dire la vérité, puisque vous avez eu la gentillesse de ne pas demander. Je ne sais pas comment être pauvre. Je n'ai jamais préparé un repas de ma vie. Je n'ai jamais lavé un sol. Ma belle-mère a veillé à ce que j'apprenne à broder, à jouer du piano forte et à servir le thé à des gens qui me méprisaient. Et rien d'utile à part ça. C'est ainsi. Je ne vous serai d'aucune utilité. Je veux que vous le sachiez dès le départ. » Nate resta silencieux un moment. Puis il dit, « Ma mère ne sait ni lire ni écrire, madame, et c'est la femme la plus sage que j'ai jamais connue. L'utilité n'est pas une chose avec laquelle on naît. C'est une chose qu'on apprend. Si quelqu'un est assez patient pour vous l'enseigner et si vous êtes assez têtu pour le vouloir. » Il la regarda de côté. « Vous me semblez têtu. » Cela lui arracha un rire, le premier rire qu'elle avait eu depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Ma belle-mère appelait ça comme ça. Elle ne le disait pas gentiment. « Moi si, » dit Nate. La ferme, quand ils y arrivèrent enfin, n'était pas ce à quoi Clara s'était préparée. Elle s'était imaginé une cabane, un appentis, un sol en terre battue et un toit qui fuit, et la peur lancinante de l'hiver. Ce qui se trouvait au bout du chemin était une solide maison en planches, peinte en blanc et en bon état. Elle avait un long porche, de belles vitres aux fenêtres et de la fumée qui s'élevait amicalement de la cheminée. Il y avait des granges derrière, plus de granges qu'un seul homme pauvre n'en aurait besoin, et des enclos clôturés avec de beaux chevaux dedans, et un potager plus grand que tout le parterre de fleurs de la famille Whitmore. « Monsieur Hale, » dit Clara lentement, « comment un conducteur de chariot en vient-il à posséder tout ça? »« Je ne possède pas tout, » dit-il, ce qui, remarqua Clara, n'était pas la même chose que de répondre. Il sauta à bas du chariot et vint l'aider à descendre. Sa main rude était stable sous la sienne. « Entrez, mes parents vous attendent. » Elle n'eut pas le temps de le presser de questions car la porte s'était déjà ouverte. Une femme sortit sur le porche, rondelette et grisonnante, essuyant de la farine de ses mains sur son tablier. Au moment où elle vit Clara, tout son visage s'illumina comme une fenêtre grande ouverte. « Eh bien, regardez-moi ça, » dit la femme. « Regardez-moi ça. Nate, tu ne m'avais pas dit qu'elle était jolie. Viens ici, mon enfant. Sors de ce soleil. Tu as l'air à moitié affamée et morte d'inquiétude, et je ne veux pas de ça. » Clara s'arrêta au bas des marches, incertaine. « Madame, je ne sais pas ce que Nate vous a dit, mais je devrais expliquer. Nous nous sommes mariés ce matin dans des circonstances qui,
Je connais exactement les circonstances, dit la femme, descendant les marches et prenant les 2 mains de Clara dans les siennes, chaudes et farinées. Mon garçon a envoyé un cavalier en avance. Je sais que votre propre famille s'est levée dans l'église et s'est moquée de vous. Et je sais que vous leur avez craché au visage en retour et que vous êtes sorti la tête haute. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Elle serra les mains de Clara. Je pense que vous êtes la fille la plus courageuse de Virginie. Et ça fait 31 ans que je veux une fille. Et le bon Dieu a enfin jugé bon de m'en envoyer une. Maintenant, entrez avant que le pain de maïs ne brûle. Clara n'avait pas l'intention de pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis l'église. Elle s'était retenue tout le long du chemin. Et maintenant, la gentillesse de cette étrangère défaisait en un instant ce que toute la cruauté de sa famille n'avait pu faire. Les larmes vinrent, chaudes et soudaines. Et la vieille femme la prit simplement dans ses bras, la serra sur les marches du porche, lui tapota le dos et dit « Voilà, voilà, tu es à la maison, mon enfant. Personne ne rit ici. » Ce soir-là, Clara Whitmore apprit ce que c'était qu'une table bienveillante. Le père de Nate, un homme large et silencieux nommé Samuel, avec les mêmes yeux droits que son fils, dit le bénédicité. Puis il demanda à Clara ce qu'elle aimait manger, pour que sa femme puisse le lui préparer. Il sembla honnêtement affligé quand Clara admit qu'elle ne savait pas, que personne ne lui avait jamais demandé auparavant. La mère de Nate, Ruth, c'était son nom, n'arrêtait pas de remplir l'assiette de Clara en disant qu'elle était trop maigre, qu'ils allaient arranger ça. Et quand Clara, par longue habitude, commença à s'excuser de prendre de la place à table, Samuel posa sa fourchette. « Mademoiselle Clara, dit-il, dans cette maison, on ne s'excuse pas d'être assis sur une chaise. C'est clair? »« Oui, monsieur, » murmura Clara. « Bien, » dit Samuel, et il retourna à son souper. Clara resta éveillée longtemps cette nuit-là dans la petite chambre propre qu'on lui avait donnée. Elle écoutait le silence inhabituel d'une maison où personne n'était en colère. Et elle pensa, « Ça ne peut pas durer. Les gens ne restent pas si gentils. Il y aura un prix à payer, et je le paierai comme je l'ai toujours payé. » Mais le prix ne vint pas. Ce qui vint à la place, ce fut une vie. Elle vint lentement, comme le font les vraies choses. Ruth lui apprit à pétrir le pain. Clara rata 4 fournées et pleura sur la 5e. Ruth rit et dit que son propre premier pain était sorti assez dur pour ferrer un cheval. Clara apprit à ramasser les œufs sans que les poules ne lui arrachent les doigts, à écrémer le lait et à allumer un feu qui tirait bien. Ses mains douces se fendirent et devinrent rudes. Son dos lui faisait mal chaque soir. Et elle n'avait jamais de sa vie été aussi fatiguée, ni aussi étrangement, farouchement contente. Et il y avait les voyageurs. Car la maison, Clara finit par le comprendre, se trouvait sur la grande route vers l'ouest, et un flot constant de gens y passait. Des familles en route pour le Kentucky dans des chariots chargés, des colporteurs, des prédicateurs itinérants, des soldats rentrant de la guerre qui s'était terminée 4 ans plus tôt et qui se lisaient encore sur certains de leurs visages. Les Hale les nourrissaient, abreuvaient leur bétail et les hébergeaient parfois pour la nuit, en demandant peu en retour. Et Clara commença à voir que ce n'était pas un hasard. Les gens connaissaient cette maison. Les gens y venaient depuis des années. « Vos parents nourrissent la moitié de la route », dit-elle à Nate un soir, en séchant la vaisselle à côté de lui. Ils en avaient pris l'habitude, 7 heures tranquilles après le souper, tous les deux avec l'eau chaude et la conversation. D'où vient tout ça? La farine, la viande, le fourrage pour tous ces chevaux. C'est plus qu'une famille pauvre ne pourrait se permettre. On s'en sort bien, dit Nate. Ce n'est pas une réponse, Monsieur Hale. Vous m'appelez Monsieur Hale depuis 3 semaines, dit-il. Nous sommes mariés. Je pense que vous pourriez m'appeler Nate. Vous changez de sujet. C'est vrai, admit-il en lui tendant une autre assiette. Et elle le laissa faire pour cette nuit-là. Mais elle n'arrêta pas de remarquer. Elle remarqua le matin où un greffier du comté fit tout le chemin depuis le siège juste pour apporter un papier plié à Nate. Et comment l'homme ôta son chapeau avant de le lui tendre, l'appela monsieur, et attendit en s'agitant pendant que Nate le lisait. Elle remarqua comment le visage de Nate changea en lisant, devint dur et immobile d'une manière qu'elle n'avait jamais vue à table. Et comment il plia le papier en petit, le glissa dans sa veste et dit seulement « Dites à Hargrove que je m'en occupe ». Et le greffier repartit, l'air soulagé. Elle remarqua les marchands en ville. La première fois que Nate l'emmena acheter du tissu, elle avait vu un commerçant qui riait fort avec un autre client devenir soudainement silencieux et se redresser dès que Nate entra. Elle le vit se dépêcher, s'essuyant les mains, et dire « Monsieur Hale, heureux de vous voir, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» De la voix prudente que les hommes utilisent pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'offenser. « Il vous a appelé monsieur, » dit Clara quand ils furent de retour dans le chariot. « Et il n'a pas ri de moi, pas une seule fois. Toute la ville ce matin, personne n'a ri. Peut-être que les gens ne sont pas aussi cruels que ceux avec qui vous avez grandi. Peut-être, dit Clara. Ou peut-être qu'ils ont peur de quelque chose. Nate claqua la langue pour les chevaux et ne répondit pas à celle-là non plus. Ce qui l'effrayait le plus n'était pas le secret lui-même. C'était qu'elle avait commencé à l'aimer, et elle ne voulait pas aimer un étranger, car elle l'aimait. Elle le savait comme on sait que le temps va changer. Un changement dans l'air, bas et certain, bien avant la tempête. Elle aimait sa constance. Elle aimait qu'il ne lui ait jamais fait sentir qu'elle était une idiote pour les choses qu'elle ne savait pas, et qu'il n'ait jamais laissé personne d'autre le lui faire sentir non plus. Elle aimait que, lorsqu'un charretier ivre l'avait insultée dans la cour un après-midi, Nate avait traversé 12 mètres de cour sans sembler se presser. Il s'était placé entre l'homme et Clara, et avait dit très calmement « Vous allez vouloir vous excuser auprès de ma femme, et ensuite vous allez vouloir partir. » Et quelque chose dans sa voix avait dégrisé l'homme sur le champ. Elle l'aimait.
et un homme qu'elle aimait garder un mur entre eux. Et elle avait passé toute sa vie du mauvais côté des murs des autres. Nate, dit-elle un soir, quand la vaisselle fut faite, la maison sombre et ses parents montés se coucher. Je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Il se détourna de la fenêtre. D'accord. Qui êtes-vous? Il resta silencieux un long moment. Je suis un homme qui s'occupe de chevaux, dit-il, et qui conduit des chariots sur la route du Kentucky, comme je vous l'ai dit dans cette église. Ce n'est pas tout ce que vous êtes, dit Clara. Un greffier a ôté son chapeau devant vous. Un banquier vous a appelé monsieur, puis a eu l'air d'être malade de l'avoir fait là où les gens pouvaient l'entendre. Un homme adulte avec un couteau à la ceinture a dégrisé parce que vous avez utilisé votre voix calme. Des marchands qui se moqueraient de la fille d'un juge n'osent même pas vous sourire. Sa voix montait et elle se força à la baisser. Je vous ai épousé sans connaître votre véritable âge, votre nom complet, ou une seule chose solide sur l'origine de tout ça. Je l'ai fait avec joie. Je le referai. Mais je ne serai pas la seule personne dans ce mariage à dire la vérité. Nate la regarda longuement, et juste au moment où elle pensait qu'il allait enfin répondre, on frappa fort à la porte. Il était tard pour frapper. Bien trop tard pour des voyageurs. Clara vit tout le corps de Nate devenir immobile et vigilant, comme il le faisait. Il passa devant elle et ouvrit la porte. Et là, sur le porche, se tenait un homme que Clara n'avait jamais vu. Un type mince au visage anguleux, dans un bon manteau de voyage, tenant une lanterne. « Monsieur Hale, dit l'homme, pardonnez-leur. J'ai roulé sans m'arrêter. C'est l'affaire Ashford, monsieur. C'est pire que ce que nous craignons. Ils ont les titres de propriété et ils avancent sur les parcelles de l'Est. Et si vous ne venez pas au siège du comté d'ici la fin de la semaine, je crains que... » Il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur Clara et il baissa la voix. « Peut-être devrions-nous parler seuls, monsieur. »« Non, dit Nate, et Clara sentit son cœur se retourner, car il le dit en la regardant, pas en regardant l'homme. Elle peut l'entendre. C'est ma femme. Il s'écarta. « Entrez, Pruitt. Clara, voici monsieur Pruitt. Il s'occupe de certaines de mes affaires. » L'homme mince entra, jetant des regards entre eux. Et Clara vit clairement sur son visage que quelles que soient les affaires dont il s'occupait, ce n'étaient pas les affaires d'un homme pauvre. « C'est Rebecca Ashford qui est derrière tout ça, monsieur, dit Pruitt. Comme nous le pensions. Elle prétend que la concession originale n'a jamais été correctement établie, que la terre revient à la lignée Ashford. Et elle a 2 greffiers et un magistrat prêts à jurer sur des documents qui, eh bien, monsieur, je parierais ma vie qu'ils ont été falsifiés ce mois-ci. Elle a l'intention de vous prendre toute la compagnie de l'Ouest pendant que vous jouez au palefrenier ici sur la route. » Il hésita. « Pardonnez-moi, monsieur, mais ça ne peut plus durer. Un homme ne peut pas gérer un domaine de votre taille depuis l'arrière d'un chariot. » La pièce était devenue très silencieuse. Clara se tenait là, son torchon toujours à la main, et regardait son mari. Le sol semblait instable sous ses pieds, car elle avait demandé qui il était, et maintenant un étranger répondait pour lui. Et la réponse était plus grande que tout ce à quoi elle s'était préparée. « De votre taille, répéta-t-elle doucement. Un domaine de votre taille. » Nate ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il la regardait, et il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas le calme constant, pas l'autorité tranquille, quelque chose de presque effrayé. « Clara, commença-t-il. « Quelle taille, dit-elle. Ce n'est pas comme ça que je... » « Quelle taille? » Nate, Pruitt, qui ne comprenait manifestement pas qu'il se trouvait au milieu d'un mariage en train de se fissurer, ajouta obligeamment. « Monsieur Hale détient la plus grande compagnie foncière entre la frontière de la Virginie et les colonies du Kentucky, madame. Environ 140 000 acres au dernier arpentage. Le relais de poste, les auberges, la moitié du fret qui va vers l'ouest, tout lui appartient. » Il cligna des yeux en voyant l'expression sur son visage. C'est-à-dire, je supposais que Madame Hale savait. « Non, dit Clara, et sa voix sortit étrange et lointaine. Madame Hale ne savait pas. Madame Hale a épousé un homme pauvre devant une église pleine de gens qui se sont moqués d'elle pour ça. Madame Hale est restée éveillée la nuit, s'inquiétant d'être un fardeau, de ne même pas savoir cuisiner, de n'avoir rien apporté à un homme qui n'avait rien. Elle posa le torchon sur la table avec grand soin, car elle ne faisait pas confiance à ses mains. « Monsieur Pruitt, voudriez-vous nous excuser? » Pruitt regarda Nate. Nate hocha la tête une fois. L'homme mince posa sa lanterne, se glissa sur le porche et referma la porte derrière lui. Et puis, il n'y eut plus qu'eux 2 dans la cuisine sombre. Le feu était bas, et la vérité se tenait entre eux comme une 3e personne dans la pièce. « Vous m'avez laissé croire que vous étiez pauvre, dit Clara. « Je suis ce que je vous ai dit que j'étais, dit Nate. Je m'occupe de chevaux. Je conduis ce chariot. Ce n'est pas un mensonge, Clara. Vous m'avez laissé le croire. » Sa voix tremblait maintenant, et elle la laissa trembler. « Vous étiez assis en face de moi au souper pendant que je m'excusais de prendre une chaise. Vous m'avez regardé pleurer pour un pain parce que je pensais que je devais apprendre à être pauvre ou je ne vous serais d'aucune utilité. Vous saviez. Pendant tout ce temps, vous saviez, et vous m'avez laissé porter ça. J'avais mes raisons. Donnez-m'en une bonne. » Et Nate Hale, qui avait affronté des ivrognes, des greffiers et toute la congrégation moqueuse du comté de Brandon sans scier, se tenait dans sa propre cuisine et ne semblait pas trouver les mots. « Parce que la dernière fois qu'une femme a su ce que je valais avant de savoir qui j'étais, dit-il enfin, d'une voix basse, elle a essayé de me le prendre. C'est Rebecca Ashford, Clara. La femme qui veut ma terre. Elle m'a connu comme l'héritier avant de me connaître comme un homme, et il n'y avait rien de vrai entre nous. Pas une seule chose. Tout était une question de ce qu'elle pouvait obtenir. Et j'ai juré.
J'ai juré de ne plus jamais laisser une femme me regarder et voir la compagnie au lieu de l'homme. Il fit un pas vers elle. Puis vous vous êtes levé dans cette église. Vous ne me connaissiez pas plus qu'un piquet de clôture. Vous aviez toutes les raisons du monde de vous asseoir, de rester tranquille et de les laisser vous marier. Au lieu de ça, vous vous êtes levé et vous avez traité votre propre père de lâche devant tout le monde, pour un étranger que vous pensiez être misérable. Et j'ai pensé, sa voix se cassa. J'ai pensé, en voilà une. Voilà la seule âme vivante qui aurait franchi cette porte si j'avais vraiment été rien de plus qu'un conducteur de chariot. Et je ne pouvais pas. Que Dieu me vienne en aide, Clara. Je ne pouvais pas renoncer à ça. Une fois que je vous l'aurais dit, je n'aurais plus jamais su. Je n'aurais jamais su si vous restiez pour moi ou si vous restiez pour ça. Clara le fixa. Alors, vous avez protégé votre propre cœur, dit-elle lentement, en mentant au mien. Les mots atterrirent durement. Elle les vit atterrir. Oui, dit Nate. Il n'essaya pas d'adoucir les choses. Je suppose que c'est ce que j'ai fait. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le feu crépita. Dehors sur le porche, Pruitt traîna des pieds, attendant avec ses nouvelles de titres falsifiés, de terre volée et de la femme qui avait appris à Nate Hale à ne pas faire confiance. J'ai besoin de réfléchir, dit Clara. Clara, je ne pars pas. Elle enroula ses bras autour d'elle. Je vous ai donné ma parole devant Dieu et une église pleine de gens qui méritaient mieux que d'en être témoins. Et je ne romps pas ma parole, même quand j'en ai envie. Je ne pars pas, Nate. Mais je ne peux pas vous regarder en ce moment, et j'ai besoin que vous me laissiez faire ça. La mâchoire de Nate se contracta, puis il hocha la tête. D'accord, dit-il doucement. D'accord. Elle se tourna et monta les escaliers étroits jusqu'à la petite chambre propre qui était devenue la sienne. Elle ferma la porte, s'assit sur le bord du lit dans le noir et pressa ses 2 mains sur sa bouche pour que la famille qui dormait en bas ne l'entende pas. Elle ne pleurait pas pour le mensonge, bien qu'il l'ait profondément blessée. Elle pleurait à cause de la seule chose que Pruitt avait dite et que Nate n'avait pas niée. La chose à propos de Rebecca Ashford, des documents falsifiés et d'un magistrat prêt à jurer sur des mensonges. Parce que Clara Whitmore avait grandi en tant que fille de juge. Elle savait exactement comment les puissants volaient les moins puissants. Elle connaissait la manière dont un titre falsifié, un greffier et quelques témoins respectables pouvaient prendre toute la vie d'un homme pendant qu'il se tenait là, ne tenant rien d'autre que la vérité. Et la vérité était la seule chose qui ne tenait jamais dans un palais de justice de compter contre l'argent et un bon nom. Nate ne comprenait pas ce qui l'attendait. Il pensait que c'était une question de terre. Mais Clara avait assisté aux conversations de table de son père toute sa vie, avalant et ignorant. Et elle comprenait la forme d'un piège juridique comme Nate comprenait les chevaux. Et alors qu'elle était assise là dans le noir, le chagrin dans sa poitrine commença lentement à se transformer en quelque chose de plus dur, de plus chaud et de bien plus utile. Que Rebecca Ashford vienne avec ses titres falsifiés et son magistrat acheté. Clara en avait fini d'être celle qu'on dépouillait. À 64 km à l'est, dans un salon lumineux qui sentait la cire d'abeille et l'argent ancien, sa belle-mère recevait ce soir-là une visiteuse. « Vous me pardonnerez de passer si tard, Madame Whitmore, » dit Rebecca Ashford en s'installant dans le bon fauteuil comme si elle l'avait acheté. « Mais je suis venue pour une affaire qui nous concerne toutes les deux. Il semble que votre fille aînée ait fait un mariage bien meilleur que votre famille ne le pensait. Et je pense que vous et moi, Margaret, puis-je vous appeler Margaret? Je pense que vous et moi allons nous être très utiles l'une à l'autre. » Margaret Whitmore posa sa tasse de thé. Pour la première fois depuis que Clara était sortie de cette église, la tête haute, le sourire froid revint sur ses lèvres. « Continuez, je vous en prie, dit-elle. Je vous écoute. » L'invitation arriva 3 semaines plus tard, écrite de la main élégante de Margaret Whitmore. Et Clara sut que c'était un piège avant même d'avoir fini la première ligne. La famille Ashford a l'honneur de convier, lut-elle à voix haute à table. Monsieur et Madame Nathaniel Hale à une réception estivale en l'honneur des fiançailles de Mademoiselle Eleanor Whitmore avec Monsieur Henry Calvert. Elle la posa. C'est ma belle-mère qui l'a écrite, pas Rebecca. Elle veut que je sache qu'elle y est pour quelque chose. Alors nous n'y allons pas, dit Ruth immédiatement. Rien de bon n'est jamais sorti du fait d'entrer dans une pièce que votre ennemi a préparée pour vous. Non, dit Clara lentement. Nous y allons. Nate leva brusquement les yeux. Les choses étaient encore délicates entre eux. 3 semaines de prudence, de politesse, là où il y avait eu autrefois de l'aisance. Clara détournait le visage quand la vieille chaleur montait en elle. Mais à ce moment-là, il oublia tout. Clara, cette femme essaie de me prendre tout ce que j'ai avec des papiers falsifiés et un magistrat acheté. Elle n'organise pas une fête pour faire la paix. Elle prépare une scène. Je sais qu'elle le fait, dit Clara. Et je sais exactement ce qu'elle va y faire, parce que j'ai grandi en regardant des hommes le faire à la table de mon père. Elle a l'intention de le faire devant un public. Nate, des propriétaires terriens, des anciens de l'Église, des hommes qui comptent. Elle va m'humilier et vous ruiner dans la même heure. Et elle va le faire là où ça ne pourra pas être défait. Parce qu'une chose faite en privé peut être niée, mais une chose faite devant 40 témoins ne le peut pas. Elle joignit les mains. C'est exactement pourquoi nous devrions la laisser faire. Vous avez perdu la tête. Je l'ai retrouvée, dit Clara. Un piège tendu en public a une faiblesse. Nate, le public. Elle a invité des témoins pour l'avoir gagné. Mais les témoins ne prennent pas parti avant de voir comment les choses se terminent. Elle le regarda fixement. Laissez-la frapper. Laissez-la montrer à chaque homme puissant dans cette pièce exactement ce qu'elle est. Et puis, laissez-les la voir rater son coup. Nate la fixa un long moment. Vous avez un plan, dit-il. J'ai beaucoup de plans, dit Clara. Et je vais avoir besoin que vous me fassiez confiance. Ce qui, je le comprends, est beaucoup demandé à un homme qui m'a menti pendant 2 mois.
Il eut la grâce de grimacer. C'est juste, dit-il doucement. Faites-moi confiance quand même. Et Nate Hale, qui n'avait fait confiance à personne avec toute sa vérité en 10 ans, regarda la femme qui était sortie d'une église pour lui et dit « D'accord, Clara, je vous suivrai. » C'était la première fois dans leur mariage que l'un d'eux disait le mot « confiance » en le pensant. Et ils sentirent tous les deux le poids de ce mot atterrir. La maison Ashford était illuminée comme un palais de justice un jour de pendaison. Le soir de leur arrivée, au moment où Clara entra au bras de Nate, elle sentit la pièce se tourner pour les regarder. Elle s'était habillée simplement exprès, pas de parure empruntée, rien pourquoi elle aurait à s'excuser. Juste propre, le dos droit et calme. Elle sentit les yeux d'Eleanor la trouver à travers la pièce, sentit la lueur de confusion. Eleanor s'attendait à la voir brisée. Il s'attendait toujours à la voir brisée. Tiens, Clara. Margaret glissa à travers la foule, son sourire aussi brillant et cassant que du verre. Comme c'est courageux de votre part de venir, et dans une robe si simple. Mais je suppose que la femme d'un palefrenier n'a pas beaucoup l'occasion de porter de belles choses, n'est-ce pas? Bonsoir, Margaret, dit Clara agréablement. Vous avez l'air fatiguée. Les manigances vieillissent une femme. Quelques têtes se tournèrent. Le sourire de Margaret s'amincit. Toujours cette langue, murmura-t-elle. Nous verrons combien de temps vous la garderez ce soir. Rebecca Ashford apparut à son coude comme si elle avait été invoquée, belle et froide. Son regard balaya Clara et la rejeta d'un seul mouvement avant de se fixer sur Nate. « Nathaniel, dit-elle chaleureusement, je suis si contente que vous soyez venu. Ça fait trop longtemps. J'espérais que nous pourrions régler notre petit malentendu comme des gens raisonnables. » « Il n'y a rien à régler, Rebecca, dit Nate. La terre est à moi. Elle l'a toujours été. »« Bien sûr, dit Rebecca en souriant. Bien sûr qu'elle l'est. Profitez de la soirée. » Et elle s'éloigna. Clara la regarda partir et pensa elle savoure ce moment. Elle pense que c'est déjà gagné. Cela commença comme ces choses commencent toujours, par le travail en douceur d'abord. Eleanor tenait salon près des fenêtres, avec Henry Calvert docilement à ses côtés. Elle élevait la voix juste assez pour être entendue au passage de Clara. Et pouvez-vous imaginer, elle croyait vraiment qu'il était pauvre quand elle l'a épousé? Toute l'Église l'a vu. Elle s'est jetée sur l'homme le plus sale du comté parce qu'elle pensait que personne d'autre ne voudrait d'elle. Et maintenant, il s'avère qu'il a de l'argent. Et soudain, elle joue la petite épouse dévouée comme si quelqu'un la croyait. Le murmure parcourut la pièce, bas et laid. Clara s'arrêta, se tourna, regarda sa demi-sœur à travers la pièce lumineuse pleine de visages observateurs. « Tu as raison, Eleanor, dit-elle clairement. Je croyais qu'il était pauvre jusqu'à ce que je l'épouse. Je suis restée éveillée la nuit, craignant d'être un fardeau pour un homme qui n'avait rien. Alors, si ton idée est que j'ai épousé Nathaniel Hale pour son argent, tu devras expliquer comment j'ai pu vouloir son argent avant de savoir qu'il en avait. » Le murmure changea. Clara l'entendit changer. Quelques-uns des hommes qui observaient échangèrent des regards. Le joli visage d'Eleanor se crispa. « Tu mens. Il y avait 200 personnes dans cette église, » dit Clara. « Chacune d'elles vous a entendu annoncer que mon mari était un conducteur de chariot sans le sou. Chacune d'elles a ri. Tu ne peux pas avoir les deux, ma sœur. Soit il était l'homme le plus pauvre du comté comme vous l'avez juré ce matin-là, soit je l'ai épousé pour sa fortune. Il ne peut pas avoir été les deux à la fois. Et vous ne pouvez pas vous être moqué de moi pour avoir épousé un pauvre, puis m'accuser d'avoir épousé un homme riche. Choisissez votre cruauté. Vous n'avez pas le droit de les utiliser toutes les deux. » Le silence qui suivit avait une qualité différente. Clara le sentit. La pièce était venue s'attendant à jouir d'une humiliation. Au lieu de cela, la femme qu'ils étaient venus voir se tortiller venait de ridiculiser une fille de la maison dans le cercle de son propre père. Les hommes n'aimaient pas voir une femme intelligente, mais ils aimaient encore moins voir une cruauté stupide. Et Eleanor venait de leur en montrer une. Mais Rebecca Ashford attendait exactement ce moment. Elle s'avança au centre de la pièce et frappa dans ses mains, légère et gaie, comme pour inviter la compagnie à un jeu de salon. « Mes amis, dit-elle, mes amis, pardonnez-moi. J'espérais tenir les affaires à l'écart d'une soirée heureuse, mais je ne peux pas, en bonne conscience, laisser cela de côté. Pas avec tant d'hommes honnêtes présents. Magistrat Coffey, vous êtes là. Bien. Venez, cela vous concerne. » Un homme corpulent en vêtements sombres se détacha de la foule. L'estomac de Clara se serra car elle connaissait cette démarche prudente et importante. C'était la démarche d'un homme qui avait été payé et qui avait l'intention de gagner son argent. « Cela m'attriste de le dire, » continua Rebecca, « mais il y a eu une grave erreur de titre remontant aux concessions foncières originales. J'ai ici, et un serviteur apporta une mallette en cuir plate. Rebecca l'ouvrit sur une liasse de documents, les tenant en l'air pour la salle. Des titres et des arpentages prouvant que les terres de l'Ouest, longtemps revendiquées par la compagnie Hale, n'ont jamais été légalement des terres Hale. Elles appartiennent, et ont toujours appartenu, au domaine Ashford, mon domaine. » Elle se tourna lentement pour faire face à Nate. « Je crains, Nathaniel, que l'homme que tout ce comté appelle monsieur ait vécu sur des terres qui ne sont pas les siennes, et j'ai un magistrat présent et suffisamment de témoins pour le jurer. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réglions pas l'affaire ce soir, devant tout le monde, afin qu'il ne puisse y avoir de contestation. » La pièce exhala d'un seul coup.
Clara le vit se produire. Elle vit 40 visages respectables passer en un souffle de l'amusement à la fin. C'était plus grand que l'humiliation d'une fille. C'était une fortune qui changeait de main. C'était la chute d'un homme puissant, en direct devant eux. Et il n'y a rien qu'une foule confortable aime autant que de voir quelqu'un de plus grand qu'elle être abattu. Ces documents sont des faux, dit Nate. Sa voix était devenue très calme, chacun d'eux. Vous le savez et je le sais. Vraiment? Rebecca sourit. Magistrat Coffey, voudriez-vous les examiner? Vous êtes un officier de la loi. Dites à ces braves gens s'ils semblent authentiques. Coffey prit les papiers, fit semblant de les étudier, les tournant vers la lumière, fronçant les sourcils sur les sceaux. Clara regarda la performance et se sentit mal, parce que l'homme était bon et les papiers étaient bons. Elle savait qu'il le serait. Il semble, dit gravement Coffey, être correctement exécuté et légalement scellé. Les signatures correspondent au registre que j'ai vu. Je voudrais les examiner de plus près, mais à première vue, il laissa la phrase en suspens. À première vue, ils soutiennent la revendication d'Ashford. Le murmure devint un grondement. Clara vit des hommes qu'elle ne connaissait pas se tourner vers Nate avec de nouveaux yeux. Non pas le respect prudent des hommes qui craignaient son pouvoir, mais le mépris éclatant des hommes qui sentaient sa fin. Et c'était le moment que Rebecca avait construit toute la soirée pour atteindre. Alors vous voyez, dit-elle en se retournant vers la salle, sa voix sonnant d'un faux chagrin. L'homme devant qui vous vous êtes tous inclinés n'est pas du tout un grand propriétaire terrien. C'est un imposteur qui a vécu sur des terres qui n'ont jamais été les siennes et qui a épousé commodément une fille déshonorée sans nom à perdre pour mieux jouer à la respectabilité. Le couple, mes amis. Un prétendant et sa chasseuse de fortune. Elle laissa son regard se poser sur Clara, et son sourire devint une lame. N'avez-vous rien à dire, Madame Hale? Vous qui êtes si prompte avec cette langue acérée. Toute la salle se tourna vers Clara. Elle se tenait seule au centre de tout cela. Chaque œil sur elle, sa famille rangée contre elle, et un magistrat acheté tenant des preuves falsifiées. Et toute la vie de son mari en équilibre sur le fil d'un couteau. C'était l'Église, encore une fois. Le rire, le mépris, les puissants qui serraient les rangs contre elle. Mais Clara Whitmore n'était pas la fille qui s'était tenue figée dans cette église. J'ai beaucoup à dire, dit Clara, et sa voix porta clairement jusqu'au fond de la pièce. Mais d'abord, j'ai une question pour le magistrat. Monsieur Coffey, vous avez dit que les signatures correspondent au registre que vous avez vu. De quel registre s'agit-il? Coffey cligna des yeux. Les registres du comté, le livre des concessions. Le livre des concessions au palais de justice. Oui, celui qui enregistre les concessions de terre de l'arpentage original. Clara fit un pas en avant. Dites-moi, monsieur, quand les parcelles de l'Ouest ont-elles été concédées pour la première fois? Quelle année est écrite dans ce livre? La bouche de Coffey s'ouvrit, se ferma. Les documents indiquent 1799. C'est exact, acquiesça Clara. Les titres de Rebecca sont datés de 1799. La revendication originale d'Ashford, dit-elle, remonte au premier arpentage de 1799. Elle se tourna lentement vers la salle qui observait, et elle laissa sa voix la remplir. Il n'y a qu'un seul problème avec ça, messieurs, et chaque homme ici assez âgé pour avoir voté le sait. Il n'y a pas eu d'arpentage du comté en 1799. Ce comté n'a été organisé qu'en 1801. Il n'y avait pas de palais de justice, pas de livre des concessions, pas de magistrat, pas de registre des titres de propriété, parce qu'il n'y avait pas de comté. Vous ne pouvez pas enregistrer un titre dans un palais de justice qui n'existe pas encore. La pièce devint complètement silencieuse. Ces papiers, dit Clara, prétendent avoir été enregistrés 2 ans avant qu'il y ait un endroit pour les enregistrer. Ils sont faux. Et ils sont falsifiés par quelqu'un qui n'a pas vérifié ces dates, ou qui a payé un magistrat trop paresseux pour les vérifier pour elle. Le silence se brisa. Il se brisa d'abord en murmures, puis en quelque chose de plus fort. Des hommes se tournant les uns vers les autres. Un vieux propriétaire terrien aux cheveux gris près du front disant à voix haute, « Par Dieu, la fille a raison. Je suis arrivé dans ce comté en 1800, et il n'y a pas eu de palais de justice avant 1 an. » Et un autre reprenant, et Coffey devenant gris, les papiers falsifiés tremblant dans ses mains, et le beau visage de Rebecca Ashford se vidant de tout son triomphe d'un seul coup. C'est une question administrative, dit Rebecca trop vite. Une erreur de transcription. Une erreur qui efface toute votre revendication, dit Clara. Drôle de sorte d'erreur. Petite. La voix de Nate traversa la pièce comme un fouet, et toute la foule se tourna vers lui. Et Clara vit le changement s'opérer chez son mari. Elle vit le conducteur de chariot poussiéreux disparaître complètement. Elle vit l'homme en dessous se redresser de toute sa hauteur pour la première fois devant eux tous. Quand il parla maintenant, ce n'était pas la voix calme d'un homme qui s'occupait de chevaux. C'était la voix d'un homme qui possédait la route sur laquelle ils étaient tous venus. J'ai gardé le silence sur vos manigances pendant près d'1 an, dit Nate. Par respect pour votre défunt père, qui était un homme meilleur que vous ne serez jamais une femme. C'en est fini. Vous voulez parler de titres devant ces gens? Parlons de titres. Les terres de l'Ouest sont revenues à la compagnie Hale par concession directe du Commonwealth en 1804, en paiement de la dette de guerre que mon père portait pour la milice. Il n'y a pas un homme à Richmond qui ne le sache. Les fiducies qui détiennent les parcelles de l'Est ont été établies devant un juge fédéral, scellés, attestés hors de portée de tout magistrat de comté. Les contrats de fret, les auberges, le relais de poste, les billets de banque que la moitié des hommes dans cette pièce portent. Ils me répondent.
Et ce depuis 9 ans, pendant que je conduisais un chariot et laissais les gens penser ce qu'ils voulaient. Parce que je préfère connaître le vrai visage d'un homme plutôt que de le voir s'incliner devant mon argent. Son regard balaya la pièce et des hommes adultes baissèrent les yeux. Vous en saviez tous assez pour m'appeler monsieur. Maintenant, vous savez le reste. Et la femme qui a essayé de me voler ce soir vient de se tenir devant chacun d'entre vous et de se faire prendre en flagrant délit par ma femme. La chasseuse de fortune, comme vous l'avez appelée. La fille déshonorée sans nom à perdre. Sa voix baissa et, d'une certaine manière, c'était pire. Elle vient de sauver tout ce que je possède avec un fait sur un calendrier. Alors je remercierai la prochaine personne qui se moquera d'elle de le faire en face. Personne ne rit. Personne ne bougea. Rebecca Ashford se tenait dans les décombres de sa propre embuscade, les lèvres blanches. Et pendant un instant, Clara ressentit presque quelque chose comme de la pitié pour elle. Puis les yeux de Rebecca trouvèrent ceux de Clara, et ce qu'il y avait dedans était du pur venin, et la pitié mourut. « Ce n'est pas fini », dit Rebecca à voix basse. « Non », acquiesça Clara. « Je ne m'attends pas à ce que ce le soit. Les gens comme vous n'arrêtent jamais, mais vous continuerez sans votre magistrat, je pense. Monsieur Coffey n'a pas l'air bien. » Coffey n'avait effectivement pas l'air bien. Coffey avait l'air d'un homme calculant à quelle vitesse il pouvait sortir. Les papiers falsifiés tremblaient toujours dans sa main. Et Clara comprit que sa carrière s'était terminée quelque part dans les 2 dernières minutes et qu'il commençait seulement à s'en rendre compte. Margaret Whitmore n'avait pas dit un mot depuis un certain temps. Clara se tourna et trouva sa belle-mère debout, rigide, au bord de la foule. Son calme peint était complètement fissuré. À côté d'elle, Eleanor était bouche bée. Et au-delà, près de la porte, se tenait le juge Thomas Whitmore. Clara ne savait pas qu'il serait là. Il se tenait à l'écart des autres, comme il se tenait toujours à l'écart. Et il regardait sa fille aînée comme un homme regarde une étrangère qui s'avère avoir un visage familier. Et il y avait dans son expression quelque chose que Clara avait attendu 23 ans de voir et avait depuis longtemps cessé d'espérer. Cela ressemblait à de la fierté. Cela ressemblait à de la honte. Cela ressemblait à un homme regardant sa propre fille devenir, en une seule heure, plus que ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'être. « Clara », dit-il, juste son nom. Il sortit rauque. Et Clara, qui avait 100 choses dures qu'elle avait l'intention de dire à son père si jamais elle en avait l'occasion, ouvrit la bouche pour les dire et la pièce bascula. Cela la submergea d'un seul coup, une vague grise montant derrière ses yeux. Les bougies brillantes se transformant en longues traînées, les voix devenant minces et lointaines. Elle entendit Nate dire son nom d'un ton sec, de très loin. Elle tendit la main vers le dossier d'une chaise et sa main ne saisit que le vide. « Clara !» Le sol monta. Elle fut vaguement consciente de bras forts la rattrapant avant qu'elle ne le heurte. De la voix de Nate, dépouillée de toute son autorité, maintenant brute et effrayée, répétant son nom encore et encore. D'une grande agitation, de chaises qui grattent, d'une femme qui crie, de quelqu'un qui appelle un médecin. « Reculez », disait Nate. « Donnez-lui de l'air. Reculez. » Y a-t-il un médecin? Que quelqu'un aille en chercher un? Je suis médecin. Une nouvelle voix, vive, se frayant un chemin. Des mains sur son poignet, sur son front. Allongez-la. Voilà. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? A-t-elle été malade? Je ne. Elle a été fatiguée. Elle a été. La voix de Nate se brisa. Est-ce qu'elle? Mon Dieu. Est-ce qu'elle? Une pause. Clara flottait dans le gris. Près de la surface maintenant, les mots lui parvenant par bribes. Elle n'est pas malade. Monsieur Hale, dit le médecin. Et il y avait quelque chose de plus doux dans sa voix maintenant. Bien au contraire. Si j'en juge bien, et j'ai mis au monde la moitié de ce comté, votre femme est enceinte. De 2 mois, je parierais, peut-être un peu plus. La pièce, qui avait été bruyante, redevint silencieuse. Et dans ce silence, allongée sur le dos sur le sol de la maison de son ennemi, avec toute la noblesse du comté de Brandon la regardant, Clara Whitmore remonta du gris juste assez pour l'entendre. Pour entendre ces mots, enceinte. Et pour sentir, avant que l'obscurité ne la reprenne, la main de son mari se refermer fort sur la sienne, tremblante, comme s'il ne la lâcherait jamais de sa vie. La dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne noir fut la voix de Nate, très près de son oreille, complètement brisée enfin. « Tiens bon », murmura-t-il. « Tiens bon, Clara. Il y a toute une vie sur laquelle je te dois la vérité. N'ose pas aller nulle part avant que je ne l'aie payée. » Clara se réveilla à l'odeur de sa propre cuisine et au poids de la tête de son mari sur la couette, à côté de sa main. Il n'était pas allé se coucher. Elle le sut au moment où elle ouvrit les yeux. Elle le sut à la pâleur de son visage, à sa barbe naissante, à la façon dont il se réveilla dès qu'elle bougea, comme s'il n'avait attendu qu'au bord du sommeil qu'elle le rappelle. « Clara. » Il avait sa main avant qu'elle n'ait fini de se réveiller. « Ne bouge pas, vite. Le docteur dit que tu dois te reposer. Tu as été inconsciente pendant presque une journée. Le bébé, dit-elle. Ce fut le premier mot qui sortit de sa bouche, et cela les surprit tous les deux. Il va bien. Il dit que vous allez bien tous les deux. Tu as juste. La voix de Nate se cassa. Tu m'as fait la peur de ma vie, femme. Tu t'es effondrée au milieu de cette pièce, et j'ai pensé. Il s'arrêta, pressa sa main contre son front. J'ai pensé que je t'avais tué avec tous mes secrets et ma fierté. J'ai pensé que Dieu te reprenait pour m'apprendre quel idiot j'avais été. Nate, laisse-moi parler. Il leva la tête et ses yeux étaient rouges. Clara n'avait jamais vu cet homme constant être instable jusqu'à maintenant. J'y travaille depuis la seconde où je t'ai rattrapé. Toute la vérité, Clara, toute. Plus de morceaux, plus de raisons. Tu l'as mérité 10 fois en te tenant dans cette pièce. Alors, il lui raconta. Il lui raconta comment il avait gravi les échelons à la dure, que l'argent était plus récent que les gens ne le pensaient.
Son père, un milicien, qui avait porté la dette du Commonwealth pendant la guerre et qui avait été payé à la fin en terre. Personne d'autre ne voulait de ces acres frontaliers qui se sont avérés être en plein sur la route de l'Ouest. Juste au moment où tout le pays commençait à s'y déplacer, il lui raconta comment la fortune avait grandi plus vite que la famille ne pouvait l'imaginer, comment son père l'avait supplié sur son lit de mort de la protéger, de ne faire confiance à personne, parce que l'argent faisait d'un homme une cible. Et il lui parla de Rebecca. J'avais 23 ans, comme toi maintenant. Son pouce caressa ses jointures. Elle était belle et elle était intelligente et elle me faisait sentir comme le seul homme au monde. Je lui aurais tout donné et j'ai failli le faire. Nous étions à 1 mois du mariage quand Pruitt est venue me voir avec la vérité. Elle écrivait à un avocat à Richmond depuis le début, planifiant comment elle obtiendrait la compagnie une fois que nous serions mariés. Elle avait tout préparé. Le mariage était un titre de propriété pour elle. Clara, rien de plus. J'étais la serrure et elle avait trouvé la clé. Il secoua lentement la tête. J'ai rompu et j'ai juré de ne plus jamais laisser une âme me regarder et voir l'argent en premier. Je serais un conducteur de chariot. Je serais personne. Et si une femme m'aimait un jour, je saurais que c'était moi qu'elle aimait, parce qu'elle n'aurait rien à y gagner. C'est le mur contre lequel tu n'arrêtais pas de te heurter. Je l'ai construit il y a 10 ans, et j'ai oublié que je vivais derrière jusqu'à ce que tu arrives et que tu te tiennes du mauvais côté. Et je t'ai laissé faire. Clara resta silencieuse un long moment. « Vous aviez peur? » dit-elle enfin. « Oui. D'être désirée pour les mauvaises raisons. Oui. Alors, vous m'avez laissé me sentir indésirable à la place. » Sa voix était douce, mais les mots ne l'étaient pas. « Comprenez-vous cela, Nate? Vous aviez si peur que je vous aime pour votre argent que vous m'avez laissé croire que vous n'en aviez pas. Et vous m'avez regardé rester éveillé, terrifié d'être un fardeau, terrifié de ne pas pouvoir mériter ma place à votre table. Vous vous êtes épargné une peur en me la donnant à porter. C'est ça, la blessure, pas l'argent. Je me fiche éperdument de l'argent. La blessure, c'est que l'homme à qui j'ai tout confié ne m'a pas fait confiance avec la vérité. Et il a choisi sa propre paix plutôt que la mienne, et il a appelé ça de l'amour. Nate encaissa le coup. Il ne recula pas. Tu as raison, dit-il. Chaque mot. Je n'ai pas de défense, Clara. J'ai seulement un chagrin et une promesse. Le chagrin, c'est que je t'ai coûté 2 mois de peur que tu n'aurais jamais dû porter. La promesse, c'est que tu ne la porteras plus jamais. Pas la moindre chose. Tu sauras tout ce que je sais à partir de ce jour, le mauvais comme le bon. Même quand ça me coûte. Même quand j'ai peur. Il déglutit. Surtout quand j'ai peur. Clara le regarda longuement. « Je ne vais pas te pardonner d'un seul coup, dit-elle. Je veux que tu le saches. Je ne suis pas une femme qui guérit vite ou qui oublie facilement. Tu m'as blessé et ça va prendre du temps. Je sais. Mais je ne vais nulle part. » Sa main se tourna dans la sienne et la serra. « Je t'ai épousé, Nate Hale. Je le pensais dans cette église et je le pense maintenant. Nous allons faire ça lentement. Nous allons le faire sincèrement. Et la première chose sincère, c'est cet enfant qui va avoir besoin d'un père qui dit la vérité, même quand ses mains tremblent. Peux-tu être cet homme? Je le peux, dit Nate. Je le serai. Je le jure sur le garçon. Ou la fille. Un rire humide et surpris lui échappa. Ou la fille. Seigneur, aide-moi. Une fille avec ta langue. Le comté n'y survivra pas. Et pour la première fois en 3 semaines, la distance prudente entre eux se brisa. Clara le laissa la prendre dans ses bras. Ils restèrent assis là, dans la lumière du matin, leurs fronts l'un contre l'autre. Pas tout à fait réparés, mais ne se brisant plus. Pendant ce temps, dans le couloir, Ruth Hale s'appuyait contre le mur, son tablier pressé contre son visage, et remerciait Dieu à voix basse. Ce fut Pruitt qui apporta les premières nouvelles 2 jours plus tard. Il arriva avec une expression sur son visage mince que Clara avait appris à reconnaître comme un signe de problème pour quelqu'un. Et pour une fois, pas pour eux. Tout s'est effondré, monsieur, dit-il, chapeau à la main à la porte de la cuisine. Toute l'affaire Ashford. Après ce qui s'est passé à la réception, après que Mme Hale a montré à tout le monde que ces titres ne pouvaient pas être vrais, eh bien, les gens ont commencé à parler. Et une fois que les gens commencent à parler, ceux qui ont été payés pour se taire ne sont plus si sûrs que le risque en vaille la peine. Coffee, dit Nate. Coffee en premier, confirma Pruitt. Le magistrat est fini, monsieur. Il pouvait à peine lever la tête après l'affaire du calendrier. Mais c'est le menu fretin. 2 des propres greffiers de Mademoiselle Ashford se sont présentés hier, les hommes même qu'elle avait fait falsifier les papiers. Il semble qu'il se soit dit que lorsque l'affaire s'effondrerait, ce seraient eux qui seraient pendus pendant qu'elle s'en tirerait. Et ils ont décidé qu'ils préféraient parler plutôt que de se balancer. Ils ont fait des déclarations sous serment, monsieur. Noms, date, tout. Combien elle a payé, ce qu'elle a promis, qui d'autres étaient au courant. Il marqua une pause. Cela nomme votre belle-mère, Madame Hale. Madame Whitmore savait que les titres étaient faux. Elle a aidé à planifier la réception pour vous attirer. Tout est entre les mains des greffiers maintenant, juré devant un vrai magistrat cette fois. Clara posa la tasse qu'elle tenait. Ma belle-mère, dit-elle lentement, a mis son nom sur une fraude? Par écrit, madame, par l'intermédiaire des greffiers. Elle pensait être prudente. Elle ne l'a pas été assez. Clara resta silencieuse un moment, et ce qu'elle ressentit n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de plus étrange et de plus triste. Le sentiment de vide en regardant une chose que l'on savait depuis longtemps pourrit s'effondrer enfin, et de constater que cette chute ne vous apportait aucune joie. « Et Rebecca? » demanda-t-elle. « Ruinée, madame, complètement ruinée. Une femme peut survivre à la cruauté. Ce comté pardonne la cruauté. Ce qu'il ne pardonne pas, c'est d'être ridiculisé devant tout le monde. Et c'est ce qu'elle a fait.
Elle a invité toute la noblesse pour l'avoir gagnée et les a laissés la voir perdre à la place. Les portes se ferment sur elle dans tout le comté. On dit qu'elle parle d'aller à Charleston, où l'histoire n'est pas encore arrivée. Pruitt sourit presque. Elle arrivera. Mais c'est la nouvelle suivante qui frappa le plus fort, et Pruitt la raconta avec précaution, en observant le visage de Clara. Il y a plus, madame. Cela concerne votre sœur. Demi-sœur, pardon. Il tourna son chapeau dans ses mains. Monsieur Henri Calvert, le fiancé d'Éléonore. Clara se figea. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il s'avère que l'homme n'est pas ce qu'il prétendait être. Il a courtisé votre sœur pour l'argent des Whitmore, de la même manière qu'il vous aurait courtisé pour ça. Sauf qu'il s'est avéré qu'il était criblé de dettes tout ce temps, des dettes de jeu, et pire encore. Il fréquentait une femme dans le comté voisin pendant toute la durée des fiançailles. Une femme mariée, madame. Pruitt grimaça. Son mari a trouvé les lettres, les a rendues publiques par dépit. Toute l'affaire a éclaté la même semaine que la réception. Alors maintenant, il y a 2 scandales qui courent dans la noblesse en même temps. Tous 2 liés au nom des Whitmore, et votre belle-mère en plein milieu des 2. Clara s'assit lentement. Elle pensa à ce matin dans l'église, à Henry Calvert se détournant d'elle pour Eleanor, à la demande en mariage qui devait être la sienne allant à sa sœur, à quel point son monde s'était effondré en un seul instant. Elle en avait pleuré jusqu'à en être malade cette première nuit, avant de savoir ce qu'elle savait maintenant. Elle avait cru ce matin-là qu'elle avait perdu quelque chose de précieux, et c'était ça. Un menteur, un joueur, un homme déjà infidèle avant même d'avoir pris femme. Il a choisi Eleanor plutôt que moi, dit Clara, à moitié pour elle-même, parce que Margaret lui a promis qu'Eleanor hériterait de la plus grande part. Il ne me voulait pas, ni elle. Il voulait l'argent, et il a choisi la sœur à qui l'argent était promis. Elle leva les yeux vers Nate. J'ai passé toute cette première nuit à penser que je n'étais pas assez bien, qu'il avait vu quelque chose qui manquait en moi et s'en était détourné. Un rire étrange et tremblant. Il ne s'est détourné de rien en moi du tout. Il a juste fait le calcul. J'ai perdu un tricheur aux cartes et un mari tricheur, et j'ai pleuré comme si c'était la fin du monde. Clara, commença Nate. Non. Ça va. Elle posa sa main à plat sur la légère courbe qui commençait juste sous sa robe, l'endroit où leur enfant se trouvait. Ça va, Nate. Je ne le pleure pas. Je pleure la fille qui pensait le mériter. Cette fille est partie. Je pense qu'elle est partie depuis que je me suis levé dans cette église. Elle leva les yeux et son regard était clair. J'aurais juste aimé savoir plutôt que le pire jour de ma vie était le plus chanceux. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Ruth, qui se tenait dans l'embrasure de la porte et écoutait, traversa la cuisine, prit le visage de Clara dans ses 2 mains chaudes et lui embrassa le front. « Ça, mon enfant, dit-elle, c'est la chose la plus sage que quelqu'un ait dite dans cette maison de tout l'été. Le monde des Whitmore ne s'effondra pas d'un seul coup. Il s'écroula comme une grande maison s'écroule, lentement puis d'un seul bloc. Margaret vit les invitations cesser. Elle vit les femmes qui l'avaient flattée devenir froides, puis distantes, puis absentes. Elle découvrit qu'un nom entièrement construit sur la réputation ne peut survivre à sa perte. Et que la même société qui avait ri du mariage de Clara chuchotait maintenant le nom de Margaret avec le même plaisir qu'elle avait autrefois réservé à sa belle-fille. Eleanor, abandonnée et humiliée, se mit au lit et ne voulut voir personne. La belle maison Whitmore, qui avait fonctionné sur le moteur de la peur et de l'envie des autres, s'arrêta lentement alors que la peur et l'envie se tournaient ailleurs. Clara n'en ressentit aucune joie. Elle attendait, elle aussi. Elle avait passé des années à imaginer leur chute dans ces heures les plus sombres. Elle avait construit des châteaux entiers de vengeance dans son esprit, les nuits où elle avait pleuré jusqu'à l'épuisement. Et maintenant que cela se produisait, elle constata que le fait lui-même ne lui apportait rien d'autre qu'un chagrin calme et fatigué. Et le souhait inattendu et malvenu, que les choses n'aient jamais eu à se passer ainsi. « Tu n'es pas heureuse », observa Nate un soir en la regardant. « Je pensais que tu serais heureuse. Ils ont mérité chaque parcelle de ce qui leur arrive. » « C'est vrai, acquiesça Clara. Et je découvre que je n'en veux pas. N'est-ce pas étrange? J'en ai rêvé pendant des années. Maintenant, c'est réel, et ça me rend juste triste. » Elle resta silencieuse un moment. « Je pense que les haïr était la dernière chose qui me liait à eux, Nate. Et je préférerais être libre plutôt qu'à égalité. Je préférerais ne plus penser à eux du tout. » Près de 2 semaines après la réception, un cavalier solitaire remonta le chemin au crépuscule, seul sur un cheval fatigué. Clara, qui regardait par la fenêtre, sentit tout son corps se glacer. « C'est mon père, dit-elle. » Nate fut à ses côtés en un instant. « Tu n'es pas obligé de le voir. Dis un mot et je le renverrai sur cette route, et il ne s'approchera pas à moins de 12 mètres de toi. » Clara regarda la silhouette solitaire descendre de cheval lentement, avec raideur, comme un vieil homme, bien que son père ne fût pas encore vieux. Elle le regarda se tenir un moment près de son cheval, comme s'il rassemblait un courage qu'il n'était pas sûr d'avoir. « Non, dit-elle, je vais le voir. Mais Nate, reste près de moi. Je ne quitte pas cette maison. » Le juge Thomas Whitmore arriva à la porte, son chapeau à la main, et il n'avait jamais de sa vie semblé plus petit. L'homme qui réglait les différends de 3 comtés, devant qui les hommes adultes ôtaient leur chapeau, se tenait sur le porche de sa fille et ne semblait pas pouvoir la regarder dans les yeux. « Clara, dit-il, je ne demanderai pas à entrer. Je sais que je n'en ai pas le droit. J'avais seulement besoin de te dire quelque chose, et j'avais besoin de te le dire en face, pour que tu puisses voir que je le pensais. Puis-je? » Clara tenait la porte. Elle ne l'invita pas à entrer, mais elle ne la ferma pas.
Dites-le, dit-elle. Il resta là un moment, cet homme important se préparant, comme un homme se prépare à la pire chose qu'il ait jamais faite. Ce matin-là, dans l'église, dit-il, quand elle t'a exposé devant tout le monde et les a laissés rire, quand Eleanor a dit, sa voix défaillit. Il recommença. Quand elles t'ont fait ça, j'étais assis sur ce banc, je regardais le sol et je n'ai rien fait. Je me suis dit après qu'il n'y avait rien à faire, que Margaret avait trop bien préparé son coup, que je n'aurais fait qu'empirer les choses. Il secoua la tête. C'était un mensonge. Je me le suis raconté pendant des semaines. La vérité, c'est que j'étais un lâche. J'ai toujours été un lâche dans cette maison. J'ai laissé ta mère mourir en pensant que je te protégerais. Et puis j'ai épousé une femme qui te détestait, et je l'ai regardé te briser année après année. Et je n'ai rien fait, parce que faire quelque chose m'aurait coûté ma tranquillité. Et j'ai accordé plus de valeur à ma tranquillité qu'à mon propre enfant. Il leva enfin les yeux, et ils étaient pleins de larmes, et il ne les essuya pas. Je t'ai abandonné, Clara. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je n'ai aucune excuse, et je ne suis pas ici pour demander pardon parce que je ne le mérite pas. Je suis ici parce que tu mérites de m'entendre le dire. J'ai honte. J'ai honte depuis 23 ans, et j'étais trop lâche pour même avoir honte à voix haute. J'en ai fini avec ça. C'est tout. C'est tout ce que je suis venu dire. Clara resta très immobile, sans réponse montèrent en elle. Les cruelles qu'il avait méritées, les froides. Les années de mots ravalés qui remontaient toutes en même temps, réclamant leur tour. Elle les laissa monter. Et puis elle les laissa partir. Parce qu'elle portait un enfant maintenant, et elle avait décidé quelque part au cours des dernières semaines quel genre de mère elle voulait être. Et une mère qui gardait chaque blessure pour toujours n'en faisait pas partie. Vous m'avez blessé plus que n'importe lequel d'entre eux, dit-elle doucement. Le saviez-vous? Margaret était cruelle, mais Margaret n'était rien pour moi. Eleanor était méchante, mais je n'ai jamais rien attendu d'Eleanor. Vous étiez mon père, la seule personne dans toute cette maison qui était censée me défendre. Chaque fois que vous avez regardé le sol, vous m'avez appris que je ne valais pas la peine d'être défendu. Il a fallu que j'épouse un étranger pour le désapprendre. Thomas Whitmore émit un son comme quelque chose qui se brise. Je sais, murmura-t-il. Dieu m'aide, je sais. Je ne vais pas vous pardonner ce soir, dit Clara. Peut-être pas avant longtemps. Le pardon n'est pas une chose que je vais vous donner pour que vous vous sentiez mieux, comme j'ai tout donné à tout le monde dans cette maison toute ma vie. Elle prit une profonde inspiration. Mais je vais vous dire ceci. Vous allez être grand-père cet hiver. Et je n'ai pas encore décidé si cet enfant vous connaîtra. Cela dépendra entièrement de l'homme que vous serez à partir de ce soir. Pas des mots que vous dites sur un porche, mais des années que vous vivrez après. Vous avez passé 23 ans à être un lâche. Vous avez le reste de votre vie pour être autre chose. Je regarderai pour voir ce que vous choisirez. Elle marqua une pause. C'est plus que ce que vous m'avez donné. C'est plus que ce que vous avez mérité. C'est tout ce que j'ai. Pendant un moment, son père ne put pas parler du tout. C'est plus que ce que j'osais espérer, réussit-il enfin à dire. Merci, Clara. Je passerai chaque jour à essayer de mériter, ne serait-ce que ça. Il se tourna pour partir, puis il s'arrêta, plongea la main dans sa veste et en sortit un papier plié, usé et doux comme du tissu. Il le lui tendit d'une main tremblante. Il y a encore une chose, dit-il. J'aurais dû te donner ça il y a des années. C'est la vraie raison de ma venue. Le reste, je l'aurais écrit dans une lettre si j'étais encore un lâche. Ça, je devais te le mettre dans la main moi-même. Il déglutit. C'est de ta mère, Clara. Elle te l'a écrit avant de mourir. Elle m'a fait jurer de te le donner le jour de ton mariage. Sa voix se brisa complètement. Je l'ai porté dans ma veste pendant 23 ans et j'avais trop honte de l'avoir abandonnée pour te laisser lire ce qu'elle espérait que tu deviennes. La main de Clara se referma sur le papier et le monde entier devint silencieux. Et pendant un instant, elle ne put plus respirer. Clara déplia le papier avec des mains qui ne tenaient pas en place. Et la voix de sa mère s'éleva de la page après 23 ans, comme si elle venait de sortir de la pièce. Elle le lut une fois en silence. Son père se tenait immobile sur le porche, Nate juste derrière elle, la main au creux de son dos. Puis elle le relut à voix haute, car certains mots sont trop grands pour être gardés dans un seul corps. « Ma très chère Clara, lut-elle, si tu lis ceci, alors je suis partie et tu es grande. Et il y a un homme à tes côtés que tu as choisi. Je ne le rencontrerai jamais, et c'est le grand chagrin de ma mort. Mais je vais te dire la seule chose que je sais qui compte, et je vais lui faire confiance pour te trouver à travers toutes ces années. Le monde va essayer de te dire ce que tu vaux. Il utilisera l'argent pour te le dire, et la beauté, et la bonne opinion des gens cruels, et le nom de la famille à laquelle tu appartiens. Il le fera dès le jour où tu seras assez grande pour écouter, et il sera le plus bruyant exactement quand tu seras la plus faible. Et il viendra un matin, je le sens venir pour toi même maintenant, ma fille, bien que tu sois petite et endormie dans ton berceau pendant que j'écris. Il viendra un matin où le monde entier se lèvera d'un seul coup pour te dire que tu es petite, indésirable et pas assez. Ce matin-là, Clara, tu ne dois pas en croire un mot. Ta valeur n'a jamais été la leur à mesurer. Elle a été établie avant que tu ne respires, par un amour qui ne te demande rien de faire, rien de posséder et rien de prouver pour le mériter. Les gens qui voudraient que tu gagnes ta valeur ne comprennent rien à la valeur. Ils sont plus pauvres que le plus pauvre des mendiants sur la route, peu importe ce qu'ils portent ou ce qu'ils possèdent. Et le jour où tu cesseras d'essayer de leur racheter une chose qui t'a toujours appartenu, ce jour-là, ma chérie, tu deviendras libre. Sois gentille, sois honnête, sois courageuse quand cela te coûte tout. Et quand ils riront de toi, et ils riront, Clara, les petits rient toujours des libres. Sors de la pièce, la tête haute et ne regarde jamais en arrière. Je serai si fière de toi. Je suis fière de toi maintenant, à travers toutes les années qui nous séparent.
Tu étais assez dès l'instant où tu es né. Tu seras assez jusqu'au jour de ta mort. Ta mère qui t'aime. » Quand Clara eut fini, il n'y eut aucun son, à part le vent. Elle leva les yeux. Elle ne réalisa qu'elle pleurait que lorsque le pouce de Nate vint sur sa joue pour essuyer une larme. Elle savait, murmura Clara. Elle savait, Nate. Elle l'a écrit avant de mourir. Il viendra un matin où le monde entier se lèvera d'un seul coup pour te dire que tu es petite. Sa voix se brisa. Elle écrivait sur l'église. Elle écrivait sur un matin, 23 ans avant que ça n'arrive, et elle a vu juste. Et la réponse qu'elle m'a donnée sort de la pièce, la tête haute et ne regarde jamais en arrière. Tu l'as fait, dit doucement Nate. Avant même de lire ces mots, tu as fait exactement ce qu'elle t'a dit de faire. Je l'ai fait sans elle. Clara pressa la lettre contre sa poitrine. Je l'ai fait seule dans cette église, avec personne de mon côté à part un étranger. Et je n'ai jamais su qu'elle me l'avait dit. Je n'ai jamais su qu'elle était avec moi tout ce temps. Thomas Whitmore émit un son blessé. Elle m'a fait jurer de te la donner le jour de ton mariage, dit-il. Et j'ai même échoué à ça. Je l'avais dans ma veste ce matin-là. Elle était dans ma veste pendant qu'il se moquait de toi. Si j'avais été un homme digne de ce nom, je me serais levé et je l'aurais lu à voix haute à toute l'église. Il se couvrit le visage de sa main. C'était la seule chose qu'elle m'ait demandé, et j'étais trop honteux pour le faire. Et donc tu t'es tenu là, seule, alors que ta propre mère te tendait la main. Clara regarda son père un long moment. Elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle pensa aux mots de sa mère. Sois gentille. Sois courageuse quand cela te coûte. Et elle découvrit qu'elle ne voulait pas être le genre de femme qui utilise une chose sacrée comme une arme. Vous me l'avez donnée maintenant, dit-elle. En retard, mais vous êtes venu seul sur cette route, et vous l'avez mise dans ma main alors que vous auriez pu la brûler et vous épargner la honte. Ça compte pour quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Elle plia la lettre avec grand soin. Rentrez chez vous, père. Soyez un homme meilleur. Revenez quand vous l'aurez été pendant un certain temps, et nous verrons. Il hocha la tête, incapable de parler. Il descendit les marches vers son cheval fatigué et repartit sur la longue route dans le crépuscule. Et Clara le regarda partir, et pour la première fois, le regarder ne lui fit pas mal. Ce fut Nate, 3 jours plus tard, qui proposa le rassemblement. Et Clara sut, au moment où il le dit, qu'il y réfléchissait depuis un bon moment. La moitié du comté veut venir présenter ses respects, dit-il. Maintenant qu'ils savent qui je suis, ils ont envoyé des messages pour demander à passer, pour être reçus. Les mêmes personnes qui ont ri dans cette église. Ils veulent se tenir sur les terres des Hale et être vus là. Il marqua une pause. J'ai pensé que nous les laisserions faire. Les inviter tous. Toute la noblesse. Les anciens de l'Église. Chaque âme qui était dans cette Église et chaque âme qui a entendu l'histoire depuis. J'ai pensé. Il s'arrêta. J'ai pensé qu'il y avait des choses qui devaient être dites là où tous ceux qui ont ri pourraient les entendre. Clara l'étudia. Tu veux les forcer à regarder. Je veux les forcer à comprendre, dit Nate. Il y a une différence. Me laisseras-tu faire? Et ainsi, par une belle soirée d'été, quelques semaines plus tard, la noblesse de 3 comtés vint sur les terres des Hale. Les propriétaires terriens, les juges, les anciens de l'Église, les belles dames qui avaient caché leur sourire derrière leurs éventails. Ils vinrent dans leurs belles calèches et leurs beaux habits. Et un par un, ils furent reçus dans la grande maison qu'aucun d'eux n'avait su appartenir à un conducteur de chariot. Et un par un, ils s'inclinèrent. Ils s'inclinèrent devant Clara. C'était la chose qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer. Les mêmes femmes qui avaient ri inclinaient maintenant la tête devant elle, l'appelaient Madame Hale, et disaient « Quel honneur! Quelle belle soirée! » comme elle avait l'air bien. Les mêmes hommes qui avaient ricané dans cette église ôtaient maintenant leur chapeau à sa vue et attendaient d'être reconnus. Et Clara se déplaçait parmi eux, le menton droit, la main posée tranquillement sur la courbe de son ventre. Et elle comprit avec une clarté presque douloureuse pourquoi il s'inclinait. « Il ne me voit pas, dit-elle doucement à Nate, tous deux à l'écart un moment au bord de la pièce bondée. Tu le sais, n'est-ce pas? Aucun d'eux ne me voit. Il voit tes 140 000 acres. Il s'incline devant moi parce que je me tiens devant ton argent. Si tu étais vraiment l'homme pauvre qu'il pensait, il rirait encore. Je le sais, dit Nate. C'est presque pire que les rires. Elle regarda une femme qui s'était moquée d'elle ouvertement ce matin-là dans l'église, lui souriant maintenant avec une chaleur désespérée à travers la pièce. Au moins, les rires étaient honnêtes. Alors donnons-leur quelque chose d'honnête en retour, dit Nate. Veux-tu te tenir à mes côtés? Et il lui prit la main et la conduisit à l'avant de cette grande salle rassemblée. Et il fit la chose qu'aucun homme puissant de ce comté n'avait jamais faite de mémoire d'homme. Il se leva devant toute la noblesse qui le craignait, et il s'humilia. « Je vous remercie tous de m'écouter, » dit Nate, et la salle se tut aussitôt, comme le font les salles pour un homme qui peut les acheter et les vendre. Vous êtes venus ce soir pour présenter vos respects. J'en suis heureux. Mais avant que vous ne mangiez ma nourriture et ne buviez mon cidre, il y a une chose que je veux dire. Et je veux la dire devant chacun d'entre vous pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Il se tourna vers Clara. Il ne lâcha pas sa main. Cette femme, dit-il, s'est levée dans une église il y a moins de 3 mois, devant la plupart d'entre vous. Et elle m'a choisi alors qu'elle croyait que je n'avais rien dans ce monde qu'une veste grise et un chariot. Vous vous êtes moqué d'elle pour ça. Chacun d'entre vous qui était là a ri, ou est resté silencieux pendant que les autres le faisaient, ce qui est la même chose. Son regard parcourut la pièce et des hommes que rien ne pouvait faire scier maintenant. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'avait aucune raison de penser que j'étais autre chose que l'homme le plus pauvre du comté. Et elle a pris ma main quand même,
devant vous tous. Et elle est sortie de l'église de sa propre famille pour partager ce qu'elle pensait être une vie dure et pauvre, parce qu'elle préférait être pauvre et libre que riche et effrayée. Sa voix s'érailla. Je lui ai menti après ça. Je l'ai laissé continuer à penser que je n'avais rien. Je l'ai laissé rester éveillé, s'inquiétant d'être un fardeau, parce que j'étais un lâche concernant mon propre cœur. Comme certains d'entre vous sont des lâches concernant votre bonne opinion, elle m'a pardonné plus que je ne le méritais. Elle est l'âme la plus courageuse et la plus vraie que j'ai jamais connue, et je ne suis pas digne d'elle. Et je voulais que chacun d'entre vous qui s'est moqué d'elle se tienne ici, sur ma terre, et m'entende le dire. Il se tourna pour lui faire face complètement. « Clara Whitmore Hale, dit-il, je suis désolé, devant eux tous. Tu m'as choisi quand je n'étais rien. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regretteras jamais. » La pièce était complètement silencieuse. Et Clara comprit que c'était le moment que Nate avait construit toute cette soirée pour le lui offrir. Cette pièce pleine de gens qui l'avaient brisé, silencieux et attendants. Et elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait les humilier maintenant. Elle pouvait les nommer un par un, réciter chaque cruauté, les regarder se tortiller. Elle l'avait mérité 100 fois. Elle regarda tout leur visage, et elle entendit la voix de sa mère. « Merci, Nate, dit-elle. » Puis elle lâcha sa main, s'avança seule et s'adressa à la salle. « Mon mari dit que vous vous êtes moqué de moi, dit Clara, et c'est vrai. Mais je veux vous dire la vérité sur ce matin-là, parce que je pense que vous vous êtes tous trompés. Et j'aimerais que les choses soient claires avant de continuer à vivre parmi vous. » Elle prit une profonde inspiration. « Vous pensez que vous avez ri parce que j'ai épousé un homme pauvre. Ce n'est pas le cas. Vous avez ri parce que vous croyez qu'un homme pauvre était une chose dont il fallait rire. C'est un péché différent, et c'est un péché pire. Et la plupart d'entre vous ne l'ont jamais examiné. » Elle laissa cela s'installer. « La pauvreté ne m'a jamais fait peur. Je veux que chaque femme dans cette pièce m'entende le dire clairement. Je n'avais pas peur d'une vie difficile. Je n'avais pas peur des mains rudes, du pain simple ou d'une petite maison. J'ai appris à faire du pain, à raccommoder, à tenir des comptes et à faire naître un veau en ces 3 mois. Et je n'ai jamais de ma vie été plus fier de quoi que ce soit que de ces mains gercées. La pauvreté ne me faisait pas peur. » Sa voix s'éleva. « La cruauté me faisait peur. La cruauté dans laquelle j'ai grandi, dans une belle maison, à une belle table, entouré de gens en beaux habits qui ne manquaient jamais un repas et ne possédaient jamais un mot gentil. C'est de cela que j'ai fui dans cette église. Pas vers l'argent, je ne savais pas qu'il y en avait, mais loin de la cruauté, vers la première main honnête qui m'a été tendue. » Elle regarda de visage en visage et personne ne pouvait soutenir son regard. « Et voici la chose que je veux que vous rameniez chez vous ce soir, dit Clara. Vous vous inclinez devant moi maintenant. Je sais pourquoi. Vous vous inclinez parce que vous avez appris que mon mari est riche. Il y a 3 mois, vous vous êtes moqué de la même femme parce que vous la croyez pauvre. Rien en moi n'a changé. Je suis la même âme que j'étais dans cette église. Même cœur, même esprit, même main, seulement plus rude maintenant. La seule chose qui a changé, c'est le chiffre que vous avez attaché à l'homme à côté de moi. Et cela devrait vous faire honte jusqu'à la moelle, parce que cela signifie que votre respect n'a jamais valu la peine d'être eu. Il a toujours été à vendre, et il est toujours allé au plus offrant. Et le cœur d'une femme, son courage et son travail honnête ne signifiaient rien pour vous, jusqu'à ce qu'une fortune se tienne derrière eux. Elle secoua lentement la tête. Aucune femme ne devrait avoir à devenir riche avant que vous ne décidiez qu'elle mérite d'être traitée avec gentillesse. Aucune femme. Ni moi, ni vos filles, ni la fille la plus pauvre sur la route devant cette maison. Si vous apprenez une chose de moi ce soir, apprenez cela. Parce que je vous promets que ma mère le savait, et elle est morte depuis 23 ans. Et elle valait plus que toute cette salle qui s'incline, réunie. Quand elle eut fini, personne n'applaudit. Ce n'était pas ce genre de silence. C'était le silence de beaucoup de gens confortables à qui on montrait d'un seul coup une chose sur eux-mêmes qu'ils avaient passé leur vie à ne pas regarder. Ce fut Margaret qui le brisa. Elle s'avança avec raideur du bord de la foule, son visage autrefois fier devenu gris et incertain, son armure sociale complètement fissurée par la ruine de ces dernières semaines. Eleanor la suivait, pâle, plus jolie de la manière qui compte, se tordant les mains. « Clara, dit Margaret, le mot lui coûta visiblement. Je trouve que, c'est-à-dire, je n'ai peut-être pas toujours. » Elle s'arrêta, incapable de formuler ne serait-ce que la forme d'une excuse. Le langage de la contrition était étranger à une langue qui n'avait jamais connu que le commandement. Ce que je veux dire, c'est que nous aimerions arranger les choses entre nos familles pour le bien de tous. Les gens parlent, et ce serait mieux pour nous tous si l'on voyait que... Voilà, dit Clara doucement. Margaret cligna des yeux. Je vous demande, pardon, pour le bien de tous. Mieux pour nous tous. Les gens parlent. La voix de Clara ne contenait plus de colère maintenant, seulement une vaste et finale lassitude. Vous êtes venu vous excuser auprès de moi, Margaret. Et même maintenant, même dans les décombres de tout, vous ne pouvez pas le faire pour moi, seulement pour le bien des apparences. Vous n'êtes pas désolé d'avoir été cruel avec moi pendant 20 ans. Vous êtes désolé que cela ait cessé d'être rentable. Elle secoua la tête. J'ai pardonné à mon père,
où j'ai commencé à le faire, parce qu'il est venu seul sur cette route, honteux et ne demandant rien. Vous êtes venu à une fête où vous saviez que tout le comté vous verrait faire la paix. Ce n'est pas une excuse, c'est une transaction. Et j'en ai fini de faire des transactions avec vous. Clara, commença Eleanor, sa voix mince. J'espère que tu trouveras quelque chose de réel à désirer. Eleanor, dit Clara, et elle le pensait, ce qui était peut-être la chose la plus cruelle qu'elle aurait pu dire. J'espère qu'un jour tu voudras quelque chose qui ne peut être ni acheté, ni épousé, ni volé à une sœur. Tu ne l'as pas encore. Je ne suis plus en colère contre toi. Je ne pense tout simplement plus à toi, et je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle se retourna vers Margaret. Vous pouvez toutes les deux rester et manger si vous le souhaitez. La nourriture est bonne et il y en a beaucoup. Mais vous n'obtiendrez pas de moi ce soir la chose que vous êtes venu chercher, parce qu'elle n'est pas à moi à donner et ne l'a jamais été. Mon approbation n'a jamais été ce qui vous a rendu respectable, et votre approbation n'a jamais été ce qui m'a donné de la valeur. Nous avons toutes les deux passé trop de temps à faire semblant du contraire. Et elle se tourna, la tête haute, et s'éloigna d'elle. Et cette fois, il n'y avait plus personne au monde qui pouvait la faire regarder en arrière. La soirée s'acheva. La noblesse mangea, but et partit plus silencieuse qu'elle n'était arrivée. Et Clara se tenait sur le porche de la grande maison et regardait leur calèche partir. Et Nate vint se tenir à côté d'elle, son bras autour d'elle. Sa mère et son père étaient derrière eux, dans les fenêtres éclairées, et l'obscurité chaude s'installait sur les terres des Hale jusqu'à la route du Kentucky. « Tu ne les as pas ruinés, dit Nate. Tu l'avais en main, toute la salle. Tu aurais pu les enterrer tous. Je sais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » Clara resta silencieuse un moment, sa main étendue sur l'endroit où leur enfant tournait et attendait. « Parce que ma mère m'a dit de ne pas regarder en arrière, dit-elle. Et on ne peut pas enterrer quelque chose sans rester un bon moment au-dessus de la tombe. J'en ai fini de me tenir au-dessus des tombes, Nate. J'ai un enfant qui arrive et qui ne saura jamais ce que c'est que de se demander s'il est désiré. Je préfère passer mes jours à construire ça plutôt qu'à démolir les gens qui m'ont appris à me le demander. Laisse-les tomber d'eux-mêmes. Ils le feront. Ils sont déjà en train de tomber. Je n'ai pas besoin de pousser. J'ai juste besoin de m'éloigner et de bien vivre, là où ils pourront le voir pour le reste de ma vie. » Elle appuya sa tête contre son épaule. C'est la seule vengeance qui vaille la peine. Être heureux à la vue de tous, pour toujours. Ça les tourmentera plus que tout ce que je pourrais dire. Nate rit doucement et la serra plus fort. Et ils restèrent là, ensemble, alors que la dernière lanterne de calèche disparaissait sur la route. Loin au sud, dans une chambre louée à Charleston, Rebecca Ashford commençait une histoire sur son passé que personne là-bas n'aurait de raison de remettre en question. Et elle passerait le reste de sa vie à déménager de ville en ville, un pas en avant de la vérité, plus jamais la bienvenue là où son nom était connu. Dans la grande et froide maison Whitmore, Margaret était assise seule à la tête d'une table où plus personne ne voulait s'asseoir. Et Eleanor pleurait dans une chambre plus loin pour un homme qui ne l'avait jamais aimée. Et toutes les deux apprendraient lentement, et pour le reste de leur vie, ce que c'était que d'être indésirable dans une belle maison. Et sur une route usée à quelques kilomètres de là, le juge Thomas Whitmore rentrait seul chez lui pour commencer le long et tardif travail de devenir un homme que sa défunte femme aurait pu pardonner, et que sa fille vivante pourrait peut-être un jour pardonner aussi. Mais rien de tout cela n'était plus à Clara de le porter. Elle l'avait déposé. Elle avait tout déposé dans cette pièce lumineuse, devant eux tous. Et elle était sortie dans l'obscurité de l'été, une femme libre. Elle se tenait sur le porche d'une maison pour laquelle on s'était autrefois moqué d'elle. L'enfant d'un homme honnête bougeait sous sa main. La route vers l'ouest s'étendait devant elle, pleine de toutes les bonnes choses à venir. Elle pensa à la fille qui s'était tenue figée dans cette église 3 mois plus tôt, certaine jusqu'au fond de son âme qu'elle était petite, indésirable et pas assez. Elle aurait aimé pouvoir remonter le temps de cet été pour dire à cette fille ce qu'elle savait maintenant. Elle n'en avait pas besoin. La fille avait déjà su quoi faire. Elle s'était levée. Elle avait pris la main tendue. Elle était sortie la tête haute et n'avait jamais regardé en arrière. Exactement comme une mère dont elle ne se souvenait pas l'avait supplié de le faire, à travers 23 années de silence. Ils ont ri quand Clara Whitmore a choisi l'homme pauvre. Ils étaient certains, chacun d'entre eux, qu'elle avait gâché sa vie. Mais Clara n'avait pas choisi la pauvreté ce matin-là. Et elle n'avait pas non plus choisi la richesse, car elle ne savait pas que la richesse était là. Elle avait choisi la seule chose qu'aucun d'eux n'avait jamais eu le courage de choisir pour lui-même. Elle avait choisi sa propre valeur, avec rien au monde pour la soutenir que le sang de sa mère et sa propre colonne vertébrale droite. Et ce choix la rendit plus riche que chaque âme moqueuse dans cette église, plus riche que toute leur terre, tout leur nom et toute leur peur pour le reste de sa longue et ininterrompue vie. Et plus jamais personne ne dirait à Clara Hale ce qu'elle valait.